Laura Girard, la chargée de communication d'Aleph. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas Hernandez. Nicolas, je te laisse te présenter. Alors, je suis Nicolas Hernandez, je suis le président cofondateur d'Aleph Networks. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour 10 minutes, donc notre nouveau format live qu'on a déjà fait 2 fois. Et aujourd'hui, on est en live avec vous pour vous parler un petit peu des enjeux de la souveraineté numérique. Alors, petite précision, quand on parle de souveraineté numérique, on parle de ce qu'on connaît, c'est-à-dire vraiment la partie numérique de la souveraineté, et on va parler de souveraineté plutôt européenne, due à des enjeux géopolitiques et légaux et réglementaires. Eh ben, je pense qu'on peut commencer. De toute façon. Alors, Nicolas, j'ai une première question pour toi. C'est qu'est-ce que la souveraineté, s'il te plaît? Alors, la souveraineté dans le cadre numérique, c'est un ensemble de contraintes qui va permettre de maîtriser plusieurs éléments afin d'obtenir un niveau de résilience et de maîtrise des coûts. Alors, on le décompose sur cette partie en 4 grandes zones. Elle s'applique non seulement à votre entreprise, mais aussi aux fournisseurs de votre entreprise. La souveraineté se décrit par un ensemble écosystémique et non pas seulement vous-même. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a la partie hébergement, c'est-à-dire il faut que la partie hébergement des services et des données numériques soit en France ou en Europe. Il faut que la partie de développement qui vous concerne soit effectuée dans la même zone. C'est très, très important. Et tout ce qui est composant constitutif d'un élément software doit lui aussi être souverain. Alors, ça se fait très bien. C'est ce qu'on appelle la gestion de configuration en développement qui permet cette maîtrise-là. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des sous-composants soient eux-mêmes souverains pour prétendre à une souveraineté d'un ensemble. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'à partir du moment où votre système que vous voulez souverain consomme des données via des API, via des connecteurs, à des services qui ne sont pas souverains, vous ne pourrez pas prétendre à cette souveraineté et donc à cette autonomie. Ah, t'es en mute, Laura? T'es en mute? Excusez-moi. Du coup, j'ai une deuxième question pour toi, Nicolas, pour nous éclairer toujours un peu plus. Quels vont être les enjeux de la souveraineté numérique dans le milieu du logiciel, s'il te plaît? Alors, tout particulièrement, de la même manière, il y a 4 axes. Il y a un axe sur la maîtrise financière, c'est-à-dire on le voit aujourd'hui dans le contexte géopolitique dans lequel on est, et on l'a déjà vécu par le passé, c'est la maîtrise des coûts. C'est-à-dire qu'effectivement, tout composant ou service utilisé qui n'est pas souverain est soumis à des taxes douanières. Donc, si un État décide d'augmenter les taxes douanières, on n'a plus la maîtrise financière. Autre élément, en termes de licence, c'est beaucoup plus difficile de discuter avec un GAFAM, de négocier, de ne pas augmenter les tarifs. Ça s'est déjà passé avec Microsoft, avec des hausses de 20 à 30% dans l'histoire de Microsoft, qu'avec un service qui, lui, est souverain, qui est plus de proximité au sens large du terme et qui va permettre une négociation plus fine. L'autre élément, c'est ne pas maîtriser justement ces composants externes va limiter la résilience. C'est-à-dire prenant un cas extrême, si les États-Unis décident de couper un service à un État, ils peuvent le faire. Donc votre système numérique ne fonctionnera plus s'il a cette dépendance-là, où il y aura une dégradation du service. Donc de garder tous ces éléments au sein de la souveraineté vous permet d'améliorer cette résilience-là. Après, il y a tout ce qui est intelligence économique, exploitation des data, c'est tout ce qui est protection contre les lois extraterritoriales, comme pour lequel nous sommes touchés, le Patriot Act, le Cloud Act, qui sont des lois extraterritoriales qui permettent d'exploiter vos données sans votre consentement. Et enfin, il y a l'aspect conformité. Cette conformité, elle est liée
à la législation européenne et française. Et si vous voulez respecter cette conformité, vous devez avoir des éléments software et numériques qui sont eux-mêmes conformes. Si vous avez des outils, parlons de DORA notamment, ou de NIS2, les États-Unis n'ont pas les mêmes éléments de conformité. Donc, par capillarité, DORA et NIS2 exigeant des fournisseurs critiques conformes eux-mêmes à DORA et NIS2, vous ne pourrez pas être DORA et NIS2 si vos fournisseurs américains ne le sont pas. Et du coup, nous, on le rappelle, nos services et nos logiciels sont vraiment conformes NIS2 DORA. Oui, c'est un choix historique, hein. On a pris ce choix de souveraineté pour d'autres raisons, mais effectivement, ça nous a confortés dans cette position. Nous-mêmes, nous sommes soumis à DORA et NIS2 et autres, hein. Et ça nous permet d'être conformes sans effort particulier parce que tous nos prestataires numériques sont eux-mêmes conformes. Et j'ai une dernière question pour toi, Nicolas. Quels seraient les leviers pour une entreprise pour prioriser la souveraineté numérique? Alors, la grosse difficulté, c'est de traduire ça en opportunité. C'est qu'est-ce que ça va m'apporter de rentrer dans cette logique de souveraineté. La première, c'est la mise en avant de la conformité. C'est-à-dire, si je suis effectivement conforme, je vais pouvoir avoir accès à des appels d'offres ou à des clients qui eux-mêmes ont une nécessité de conformité. Donc, en fait, ça va m'ouvrir le marché de rentrer dans cette conformité. Outre les apports opérationnels de la conformité, en termes business, c'est très, très intéressant de rentrer dans cette logique de conformité. L'autre aspect, c'est le légal, c'est-à-dire que les législations sont liées à des États. Si je me retrouve en situation d'avoir un prestataire numérique qui, lui, est aux États-Unis, n'a pas les mêmes lois, je prends le risque, dans certains cadres, normalement le code pénal ou le RGPD, de ne pas être conforme et de générer un risque légal dû à cette non-souveraineté ou à cette souveraineté hybride. L'autre élément, c'est le coût, la maîtrise des coûts. Comme je le disais tout à l'heure, le travail sur les coûts est très, très intéressant. Autant, prenons le cas des GAFAM, dans le cadre de l'hébergement, j'entends souvent effectivement que c'est plus souple, le niveau de service est plus important, ce qui est vrai. Par contre, il y a un enjeu, c'est de réinternaliser une partie en s'appuyant sur des solutions européennes qui permettent de rendre le service et de recentrer la compétence, c'est-à-dire de réinternaliser une partie de la compétence, ce qui permet d'obtenir des coûts plus bas et de réinternaliser une partie du service. Donc, in fine, le coût baisse et la maîtrise et la résilience est bien meilleure. L'autre élément important, c'est tout ce qui est information qui navigue au milieu de ces lois extraterritoriales. Ça peut être un vrai souci dans le cas de gros appels d'offres et de guerres économiques tendues. Nous sommes d'une culture en Europe plutôt protectrice sur la donnée, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas ou difficilement moralement d'exploiter ces informations. Ce n'est pas du tout le cas des États-Unis, d'Israël ou de la Chine, pour qui culturellement, l'enjeu économique est un enjeu national. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes barrières d'exploitation des informations issues d'un concurrent, et notamment vis-à-vis de l'Europe. Donc, l'enjeu économique est beaucoup plus important que ce qu'on croit, parce qu'on a ce filtre culturel qui nous empêche de voir ou qui minimise le jeu que font nos adversaires économiques sur ces sujets. L'autre élément, c'est l'État. Je vais mettre du temps, Nicolas, excuse-moi. Il nous reste quelques secondes là, dans notre 10 minutes live. Très bien. C'était les services étatiques. Aujourd'hui, étant donné le contexte géopolitique, c'est véritablement un enjeu pour les services étatiques de rentrer dans cette souveraineté. Donc, en tant que fournisseur, nous sommes aussi soumis à cet enjeu-là pour l'État. Voilà très rapidement, en 10 minutes, ce que je pouvais dire sur la souveraineté numérique.
Ben, je te remercie beaucoup, Nicolas, de nous avoir éclairé un peu plus sur la souveraineté numérique. Et on vous remercie à tous d'avoir participé. Si vous souhaitez voir nos anciens 10 minutes live, ils sont disponibles sur notre page LinkedIn. On a aussi fait pas mal de webinaires l'année dernière qui sont disponibles sur notre page Facebook, Aleph Networks. Donc, vous pouvez les consulter à tout moment. Ils sont en libre accès. Vous y avez accès quand vous le souhaitez. Et si toutefois vous avez des questions, voilà, il y a l'adresse mail qui s'affiche juste ici, contact@alephnettworks-networks.com. Et voilà, on vous remercie à tous d'avoir participé. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Laura, merci à tous. Au revoir. Au revoir.